Patron, vous ne pouvez pas monter dans cette voiture. La voix de Ricardo transperça l'air froid du parking souterrain comme une lame de rasoir. Le docteur Michael Harrison, PDG de Harrison Global Industries et l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, s'arrêta, la main sur la poignée de sa Mercedes blindée, regardant son nouveau chauffeur avec ce mélange de surprise et d'irritation que les hommes puissants réservent à ceux qui osent les contredire. Les deux agents de sécurité de l'entreprise, Davis et Thompson, échangèrent aussitôt des regards, l'air allant du mépris à l'amusement. Pardon ? La voix du docteur Harrison était imprégnée d'autorité. Vous travaillez ici depuis exactement 3 semaines. Ricardo. Vous voulez m'expliquer pourquoi vous me donnez des ordres ? Ricardo Silva avait 34 ans et n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. 8 mois auparavant, il était sorti du pénitencier d'État après avoir purgé 6 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Une accusation de trafic de drogue inventée par des policiers corrompus qui cherchaient un bouc émissaire. Obtenir ce poste de chauffeur grâce au programme de réinsertion sociale avait été un miracle. Le perdre signifiait retourner à l'enfer de la rue, où les anciens détenus étaient traités comme des déchets par la société. Mais à cet instant, en regardant la voiture, puis les deux agents de sécurité qui l'observaient avec des sourires malicieux, Ricardo savait qu'il avait un choix impossible. Son travail ou la vie de son employeur. Monsieur, faites-moi confiance. S'il vous plaît. La voix de Ricardo était ferme, mais son regard exprimait une urgence qui fit hésiter le docteur Harrison. Davis s'avança, la main se portant instinctivement vers son holster. Docteur Harrison, ce type est fou. Il vient de sortir de prison et il a déjà des crises. Probablement un manque de drogue. L'évocation de la prison fit serrer les poings à Ricardo, mais il garda les yeux fixés sur son patron. Durant ces secondes de tension, son esprit se remémora 15 minutes plus tôt, lorsqu'il était arrivé en avance pour récupérer le docteur Harrison après une réunion importante. Davis et Thompson discutaient près de la voiture, ignorant sa présence dans l'ombre du garage. Le colis est prêt, mec. Quand la combinaison sera là, tu n'auras qu'à déclencher, avait dit Thompson, utilisant l'argot caractéristique que Ricardo connaissait trop bien. Le langage codé utilisé par les prisonniers pour discuter de crimes sans être compris des gardes. Colis signifiait bombe ou engin explosif. Déclencheur signifiait faire exploser. L'équipe récupérera le corps après. Le patron a dit de tout nettoyer, avait répondu Davis, et Ricardo sentit son sang se glacer. Équipe signifiait complice. Patron n'était pas le docteur Harrison, mais celui qui avait engagé les gardes pour le meurtre. Ricardo s'était figé sur place, le cœur battant la chamade. Ces deux-là n'étaient pas seulement des agents de sécurité corrompus, c'étaient des criminels infiltrés, et le docteur Harrison était à 2 doigts d'être assassiné par sa propre équipe de sécurité. Revenu au présent, Thompson rit sarcastiquement. Docteur Harrison, vous perdez votre temps à écouter une arnaque. La réunion avec les investisseurs japonais commence dans 20 minutes. Nous allons être en retard. Le docteur Harrison observa Ricardo un long moment. Il y avait quelque chose dans le regard de ce jeune homme. Ce n'était ni de la folie ni de la paranoïa. C'était la certitude inébranlable de quelqu'un qui savait reconnaître le mal lorsqu'il le voyait, car il avait nagé dans ces eaux troubles bien trop longtemps. Expliquez-moi. Maintenant. La voix du docteur Harrison était basse, mais elle portait le poids de quelqu'un qui avait bâti un empire en prenant des décisions rapides et en se fiant à son instinct. Monsieur, il y a un quart d'heure, j'ai entendu ces deux-là parler. Ricardo garda une voix ferme, même si le regard meurtrier de Davis lui brûlait le cou. Ils ont utilisé un langage carcéral. Spécifique. Le genre que seul quelqu'un qui a passé des années en prison connaît. Davis fit un pas menaçant en avant. Ce fils de putement. Ils ont parlé d'un colis prêt, continua Ricardo, ignorant la menace. De le déclencher à votre arrivée. De l'équipe qui reprendrait le travail après. Le visage du docteur Harrison pâlit légèrement. Il ne comprenait pas bien l'argot, mais le ton de Ricardo et le changement soudain de langage corporel de ses deux gardes en disaient long sur la toile. Thompson força un rire nerveux. Docteur Harrison, c'est ridicule. On parlait d'un colis qui... Éloignez-vous tous les deux de la voiture. Maintenant. La voix du docteur Harrison était inflexible. L'espace d'une fraction de seconde. Ricardo vit le masque de Davis tomber complètement. Son regard révélait une expression froide et calculatrice. Le regard d'un prédateur dont le plan venait d'être dévoilé. Sa main se remit à avancer vers son étui, mais Ricardo était déjà en mouvement. Des années de survie en prison, où la lenteur des réflexes signifiait la mort, avaient aiguisé son instinct jusqu'à l'extrême. Ricardo se jeta devant le docteur Harrison, le repoussant si fort qu'il trébucha et tomba de la voiture. « Courez !» cria Ricardo, mais ses paroles furent étouffées par une explosion assourdissante. La Mercedes blindée explosa dans une boule de feu qui illumina tout le garage souterrain comme un soleil artificiel.
L'onde de choc projeta Ricardo contre le mur de béton, et pendant un instant, tout devint noir point lorsque ses oreilles cessèrent de bourdonner et que sa vue lui revint. Ricardo vit Davis et Thompson courir vers la sortie de secours. Le docteur Harrison gisait à quelques mètres de là, hébété mais vivant. Une fumée noire et toxique commença à envahir le garage. Ricardo força son corps meurtri à se relever. Sa chemise de conducteur était déchirée et il sentit du sang chaud couler d'une coupure sur son front. Mais il était vivant. Et surtout, il avait sauvé la vie d'un homme qui, contre toute attente, lui avait donné une seconde chance alors que personne d'autre ne le ferait point tandis qu'il aidait le docteur Harrison à se relever et à s'éloigner des décombres en flammes. Ricardo ignorait que ces 15 secondes de décision venaient de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Là, parmi les débris fumants et l'odeur âcre du métal brûlé, une histoire commençait, qui allait révéler une conspiration bien plus vaste qu'une simple tentative de meurtre. Car la vraie question n'était pas de savoir qui avait tenté de tuer le docteur Michael Harrison, mais pourquoi un ancien détenu, qui avait toutes les raisons de laisser l'homme riche mourir et disparaître dans la nuit, avait tout risqué pour le sauver. Et surtout, que savait cet ancien détenu du monde criminel que même l'homme le plus puissant de la ville ne pouvait voir? Alors que les sirènes retentissaient au loin, Ricardo regarda le docteur Harrison et remarqua dans le regard de l'homme d'affaires quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un respect sincère de la part de quelqu'un dont la vision du monde venait d'être complètement bouleversée. Si vous appréciez cette histoire de justice et de seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La police arriva quelques minutes plus tard, mais leurs questions ne correspondaient pas à ce que Ricardo attendait. L'inspecteur Carson, un homme aux tempes grises et aux yeux qui avait trop vu de mensonges, était assis en face de lui dans la salle d'interrogatoire stérile, l'observant comme un spécimen sous verre-point. « Alors, laissez-moi bien comprendre, » dit Carson en tapotant la table métallique avec son stylo. « Vous êtes sorti de prison depuis 8 mois, et maintenant la voiture de votre patron explose mystérieusement après que vous l'ayez prévenu opportunément de ne pas monter. » Ricardo sentit le poids familier s'abattre sur sa poitrine. La sensation suffocante d'être coupable jusqu'à preuve du contraire, simplement parce qu'il avait porté une combinaison orange. Je lui ai sauvé la vie. Ou alors vous avez posé la bombe vous-même et vous avez eu peur. Carson se pencha en arrière, les bras croisés. Peut-être que vous pensiez jouer les héros et obtenir une belle récompense. On a déjà vu ça avec vous. Vous. 2 mots qui pesaient lourd sur chaque porte claquée au nez de Ricardo, chaque candidature rejetée, chaque personne qui traversait la rue en le voyant arriver. 6 ans de déshumanisation en prison, et une société déterminée à prolonger la peine indéfiniment. Inspecteur, ça suffit. La voix du docteur Harrison résonna dans la pièce comme le marteau d'un juge. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son avocate à ses côtés. Une femme au regard perçant nommée Patricia Chen, qui semblait avoir dévoré des services de police hostiles au petit déjeuner. Mon employé m'a sauvé la vie. Les images de sécurité confirmeront son récit. Carson serra les mâchoires. Monsieur Harrison, avec tout le respect que je vous dois, cet homme est un condamné. Cet homme, interrompit le docteur Harrison d'une voix dangereusement basse, a empêché mon assassinat alors que 2 employés en qui j'avais confiance préparaient mon assassinat. Sauf preuve du contraire, cet entretien est terminé. Ricardo observa cet échange dans un silence stupéfait. En 6 ans derrière les barreaux et 8 mois en liberté, personne ne l'avait jamais défendu ainsi. Sa gorge se serra sous une émotion qu'il ne parvenait pas à définir. Les images de vidéosurveillance racontaient l'histoire que Carson ne voulait pas entendre. Davis et Thompson, filmés en train de fuir les lieux quelques secondes avant l'explosion. La poussée désespérée de Ricardo, qui sauva la vie du docteur Harrison. Lorsqu'ils quittèrent le poste de police 3 heures plus tard, des mandats d'arrêt avaient été émis contre les 2 gardes-points, mais alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture provisoire du docteur Harrison. Une voiture de location, car sa Mercedes était maintenant en tôle tordue. L'instinct de Ricardo lui cria le danger. Des années de survie dans un endroit où la complaisance était synonyme de mort lui avaient appris à faire confiance à cette voix intérieure. Il faut qu'on parle, dit le docteur Harrison une fois qu'ils eurent déménagé. Comment avez-vous su ce que Davis et Thompson préparaient? Ricardo redoutait cette conversation. Il fixait par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient floues, se remémorant la nuit qui lui avait volé 6 ans de sa vie. Elle avait 28 ans, cumulant 2 emplois pour soutenir sa sœur cadette dans ses études d'infirmière après la mort de leurs parents. Il rentrait chez lui par le mauvais quartier au mauvais moment. 3 policiers, un sac de drogue caché et un avocat commis d'office qui n'avait presque pas prêté attention à son dossier. Le juge jeta un coup d'œil au code postal et à la couleur de peau de Ricardo et conclut que sa culpabilité était évidente. La prison avait été une salle d'attente infernale. La première semaine, un détenu plus âgé, Marcus, l'avait pris à part. « Mon garçon, tu as 2 choix ici. Apprendre la langue et les règles, ou devenir une proie. » Marcus lui avait tout appris, les codes, les hiérarchies, les lois tacites qui vous maintenaient en vie.
Comment déchiffrer les intentions des gens à partir de leurs attitudes, de leurs paroles, de leur silence? Comment certaines expressions signifiaient des crimes spécifiques? Comment une conversation sur les colis et les déclencheurs ne concernait pas les livraisons, mais la mort point. J'ai passé 6 ans au pénitencier d'État de Riverside, dit finalement Ricardo d'une voix basse. Pour un crime que je n'ai pas commis. Des preuves truquées, des flics corrompus qui doivent classer une affaire. À l'intérieur, on apprend vite la langue. Sinon on ne survit pas. Davis et Thompson utilisaient le code pénitentiaire, une terminologie spécifique qui ne vient que du fait d'être à l'intérieur ou de travailler avec des gens qui le sont. Le docteur Harrison resta silencieux un long moment. 6 ans pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Le système se fiche de la vérité quand on est pauvre et qu'on a l'air d'un coupable qu'il a déjà déclaré. Les mains de Ricardo se crispèrent sur ses genoux. J'ai tout perdu. Ma sœur a dû abandonner ses études d'infirmière. Ma fiancée est partie. Mes amis ont disparu. Quand j'ai finalement été libéré en appel après la révélation de nouvelles preuves, je n'étais plus personne. Juste un ancien détenu comme les autres que personne ne voulait embaucher. Sauf moi. Sauf vous. Ricardo se tourna vers son patron. Votre programme de réinsertion était le seul endroit où je pouvais enfin revenir. Tous les autres ont vu mon dossier et ont jeté ma candidature à la poubelle. L'expression du docteur Harrison était indéchiffrable. Et aujourd'hui, vous avez risqué cet emploi. Tout risqué pour me sauver la vie. Je ne pouvais pas laisser un innocent mourir. La voix de Ricardo se brisa légèrement. Pas quand j'avais le pouvoir de l'empêcher. 6 ans m'ont appris ce que c'est que d'être impuissant. Je ne choisirai plus jamais ça. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et dans cet instant d'immobilité, le téléphone du docteur Harrison vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et Ricardo vit son visage se vider de ses couleurs points. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur Harrison tourna le téléphone pour que Ricardo puisse le voir. C'était un SMS d'un numéro inconnu, mais le message était clair comme de l'eau de roche. Le costume a survécu. Le chauffeur parle, votre sœur non. Faites le bon choix. Le sang de Ricardo se glaça. Il menace ma sœur. Il nous menace tous les deux. La voix du docteur Harrison était tendue. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas seulement de me tuer. Ils veulent quelque chose, et ils sont prêts à tuer quiconque se mettra en travers de leur chemin. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message, accompagné d'une photo cette fois. La fille adolescente du docteur Harrison, Emily, quittait son école privée, complètement inconsciente de l'homme qui l'observait de l'autre côté de la rue. Ricardo vit quelque chose changer dans les yeux du docteur Harrison. La transformation de l'homme d'affaires civilisé en quelque chose de primitif et de dangereux. C'était le même regard qu'il avait vu dans les yeux des pères en prison, des hommes qui tueraient sans hésiter pour protéger leurs enfants. Il faut aller voir la police, dit Ricardo, mais même en sortant ces mots de sa bouche, il savait combien il sonnait creux-point. La police? Le rire du docteur Harrison était amer. Ricardo, Davis et Thompson ont été embauchés par l'agence de sécurité d'élite de la ville. Ils avaient des habilitations, des vérifications d'antécédents, des références. Quelqu'un de très influent les a placés en position de me tuer. Aller voir la police pourrait signifier l'arrêt de mort de nos familles. Le feu passa au vert, mais aucun d'eux ne le remarqua pendant plusieurs secondes. Lorsque le docteur Harrison appuya enfin sur l'accélérateur, ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Il y a autre chose, dit-il doucement. Quelque chose que je n'ai pas encore dit à la police. Ricardo attendit, sentant que cette révélation allait tout changer. Il y a 2 semaines, j'ai licencié 3 cadres pour détournement de fonds. Ils volaient des millions, les faisant passer par des comptes offshore. Je croyais que c'était fini quand ils sont partis, mais maintenant, la mâchoire du docteur Harrison se serra. Et si ce n'était pas un hasard? Et si Davis et Thompson avaient été embauchés par quelqu'un de ma propre entreprise? Les implications frappèrent Ricardo comme un coup de massue. Ce n'était pas seulement une tentative d'assassinat, c'était le début d'un plan bien plus vaste. Et maintenant, en sauvant la vie du docteur Harrison, il avait peint une cible sur son propre dos et sur celui de sa sœur. Son téléphone sonna, brisant le silence tendu. Numéro inconnu. La main de Ricardo trembla lorsqu'il répondit. Ricardo Silva. La voix était déformée électroniquement, mais la menace était limpide. Vous avez fait une erreur aujourd'hui. Ceux qui commettent des erreurs autour de nous n'ont pas de seconde chance. Votre sœur Angela travaille de nuit à l'hôpital Merci, n'est-ce pas? Elle marche seule vers sa voiture en traversant ce parking sombre. La vision de Ricardo se brouilla et devint rouge. Tu la touches, et je. Tu vas quoi? Tu n'es personne. Un ex-tolard qui a eu de la chance aujourd'hui. Continue comme ça. Tais-toi, convainc ton patron d'en faire autant, et peut-être.
Peut-être que ta sœur fêtera son prochain anniversaire. La ligne fut coupée. Le docteur Harrison lui jeta un coup d'œil, lisant la rage et la terreur qui se lisaient sur le visage de Ricardo. Ils t'ont appelé aussi. Ricardo hocha la tête, incapable de parler tant la fureur l'étouffait. Sa sœur, la douce Angela qui avait pleuré lors de sa condamnation, qui lui avait rendu visite tous les mois pendant 6 ans, qui n'avait jamais cessé de croire en son innocence, était désormais en danger parce qu'il avait fait ce qu'il fallait. Mais sous la peur, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de froid et de calculateur que la prison avait planté en lui comme une graine, arrosée par 6 années d'injustice. Il avait passé ces années à apprendre non seulement le langage des criminels, mais aussi leur façon de penser, leur mode opératoire, et comment on pouvait les battre. Ils ont fait une erreur, dit Ricardo d'une voix douce, sa voix si lourde qu'elle incita le docteur Harrison à le regarder d'un air sévère. Ils pensent que je suis juste un ex-tolard qu'ils peuvent intimider. Ils ignorent ce que 6 ans de prison m'ont réellement appris. Qu'est-ce que cela vous a appris? Ricardo se tourna pour croiser le regard de son patron, et le docteur Harrison y vit quelque chose qui lui fit réaliser que son chauffeur était bien plus qu'il n'y paraissait. Non seulement une victime des circonstances, mais un survivant qui avait appris à naviguer dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Que parfois, la seule façon de vaincre les monstres est de savoir comment ils chassent. Le docteur Harrison les conduisit à un endroit inattendu pour Ricardo. Un modeste immeuble d'appartements dans la zone industrielle, loin des tours de verre et des résidences sécurisées où les hommes comme Harrison passaient généralement leur temps. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage, où le docteur Harrison frappa à une porte marquée Tri-F. Et la femme qui ouvrit ne ressemblait en rien à ce que Ricardo imaginait. Le docteur Saracen avait la quarantaine, portait un jean et un sweatshirt universitaire délavé, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée. Mais son regard reflétait l'intelligence perçante de quelqu'un à qui rien ne manquait point. « Michael, vous avez une mine d'enfer », dit-elle en s'écartant pour les laisser entrer. « Et je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie. »« Sarah, voici Ricardo Silva. »« Ricardo, voici le docteur Saracen, ancienne spécialiste de la cybercriminalité au FBI, véritable épine dans le pied de toutes les entreprises corrompues de cette ville. » Sarah observa Ricardo avec une intensité qui lui donna l'impression de lire tout son casier judiciaire rien qu'à sa posture. « Le chauffeur qui vous a sauvé la vie. J'ai vu les informations. » Elle se tourna vers le docteur Harrison. « Vous pensez que cela a un lien avec l'affaire de détournement de fonds? » « Je sais que oui. » Le docteur Harrison sortit son téléphone et lui montra les messages menaçants. « Ils s'en sont pris à nos familles en quelques heures. C'est trop coordonné, trop rapide. Quelqu'un prépare ça depuis des mois. » Le visage de Sarah s'assombrit à la lecture des messages. « Asseyez-vous tous les deux. Il faut qu'on parle de ce à quoi vous êtes réellement confrontés. » L'heure suivante, Sarah présenta une image qui glaça Ricardo. Les 3 dirigeants licenciés par le docteur Harrison, Robert Crane, Jennifer Walsh et David Park, n'étaient pas que des escrocs. Ils s'étaient systématiquement positionnés pour prendre le contrôle de Harrison Global Industries, créant des traces écrites qui feraient passer le docteur Harrison pour coupable des crimes même qu'il commettait. La bombe, c'était le plan A, expliqua Sarah en affichant des documents sur son ordinateur portable. Vous tuez, imputez la responsabilité à des rivaux ou à des violences arbitraires, et dans le chaos de votre mort, ces 3-là prendraient le contrôle de l'entreprise. Votre fille hérite, mais elle a 17 ans, trop jeune pour gérer un empire de plusieurs milliards de dollars. Qui pensez-vous que le conseil d'administration nommerait comme directeur par intérim? Crane, Walsh et Park, dit le docteur Harrison d'une voix caverneuse. Ils ont monté ça de l'intérieur. Depuis au moins 2 ans. Sarah sortit d'autres dossiers. Regardez ça, des sociétés écrans, des comptes offshore, des contrats falsifiés. Ils ont saigné votre entreprise à blanc tout en vous piégeant pour que vous soyez tenu responsable. Dès que vous les avez licenciés, ils ont activé leur plan B. S'ils ne peuvent pas reprendre l'entreprise légalement, ils vous détruiront et la reprendront par la suite. Ricardo sentit les pièces du puzzle s'assembler avec une clarté écœurante. Davis et Thompson n'étaient pas de simples tueurs à gages. Ils ont été placés là il y a des mois, n'est-ce pas? Ils attendaient l'ordre. Sarah hocha la tête, une pointe de respect dans le regard. On comprend vite. Oui, ils sont en poste depuis 4 mois. Assez longtemps pour apprendre les routines, gagner la confiance, trouver des failles. La bombe dans la voiture était sophistiquée, de qualité militaire. Ces gens ont d'importantes ressources. Des ressources financées par de l'argent volé à ma propre entreprise. Les poings du docteur Harrison se serrèrent. Combien ont-ils pris? Oh prudemment, 43 millions sur 2 ans. Sarah sortit une feuille de calcul qui fit tourner la tête de Ricardo à force de chiffres. Mais voilà le plus beau.
Les traces qu'ils ont laissées donnent l'impression que vous avez autorisé chaque transaction. S'ils vous détruisent et que l'affaire est portée devant les tribunaux, vos propres dossiers financiers vous condamnent. L'appartement se tut, à l'exception du bourdonnement des ordinateurs de Sarah. Ricardo observa le docteur Harrison digérer cette trahison. Des personnes en qui il avait confiance, qu'il avait promues, qu'il traitait comme des membres de sa famille, le détruisaient systématiquement en lui souriant point. « Il doit bien y avoir un moyen de prouver ce qu'ils ont fait, » dit Ricardo doucement. « Ils ont commis une erreur. » Sarah le regarda avec ce qui ressemblait presque à un sourire. « Maintenant, tu réfléchis comme un chasseur. Oui, ils ont commis des erreurs. Les criminels en font toujours, même s'ils se croient intelligents. Mais voilà le problème. Rassembler des preuves à leur insu prendra du temps. Et le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Le téléphone du docteur Harrison vibra. Un autre message, cette fois accompagné d'une vidéo. Il appuya sur lecture, et Ricardo regarda avec horreur la vidéo montrant sa sœur Angela quitter l'hôpital et se diriger vers sa voiture, inconsciente de la caméra qui suivait ses moindres faits et gestes. Le message en dessous était simple. Tic-tac. La vision de Ricardo devint rouge. Je dois la retrouver. Tout de suite. Attends. La voix de Sarah interrompit sa panique. C'est ce qu'ils veulent. Tu te précipites pour la protéger, tu t'exposes, et ils vous tuent tous les deux. Ou pire, ils t'attrapent et t'utilisent comme moyen de pression contre Michael. Réfléchis, Ricardo. Tu as survécu à 6 ans de prison. Tu sais qu'il ne faut pas jouer le jeu de l'ennemi. Elle avait raison, et il détestait ça. Son instinct lui criait de courir vers Angela, de protéger la seule famille qui lui restait. Mais Sarah avait raison. Se précipiter dans un piège évident ne ferait que les tuer tous les deux points. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sa voix tremblait d'une fureur contenue. Sarah échangea un regard avec le docteur Harrison, et quelque chose passa entre eux. La communication tacite de ceux qui avaient déjà travaillé ensemble. Michael, tu es sûr de ça? Après ce qui s'est passé aujourd'hui? Absolument. Sarah se tourna vers Ricardo. Te souviens-tu de la hiérarchie carcérale? De la vraie structure, pas de ce que voient les gardiens. La question le prit de court. Tout. Tu ne l'oublies pas. Pourquoi? Parce que Robert Crane a un secret qui le ruinerait s'il était découvert. Sarah sortit un nouveau dossier, marqué cette fois de tampons rouges confidentiels. Avant de devenir un cadre respecté, il a purgé une peine dans la même prison que toi, Riverside State. Nom différent, identité différente, casier judiciaire effacé qui a coûté une fortune à quelqu'un. Il vit dans le mensonge depuis 15 ans. Ricardo sentit l'électricité lui parcourir les veines. Quand était-il là-bas? De 2008 à 2012. Agression aggravée, racket. Libéré prématurément pour vice de forme. Les souvenirs de Ricardo se bousculèrent. Il était arrivé à Riverside en 2017, mais la prison avait sa propre histoire orale. Des histoires transmises, des noms mémorisés, des dettes qui n'expiraient jamais. Et une histoire en particulier refit surface. Celle d'un homme nommé Bobby Cross qui avait trahi sa bande pour conclure un accord avec le procureur. Bobby Cross, dit lentement Ricardo, voyant les yeux de Sarah s'écarquiller. C'est l'ancien nom de Crane, n'est-ce pas? Comment avez-vous? Parce que Bobby Cross est une légende à Riverside. Et pas du genre bien. Il a dénoncé 12 membres du cartel de Santos pour sauver sa peau. Ces hommes ont été condamnés à perpétuité grâce à son témoignage. Ricardo se pencha en avant. Le cartel de Santos n'oublie jamais. Jamais. S'il savait que Bobby Cross était vivant et en bonne santé, qu'il se faisait appeler Robert Crane et qu'il vivait dans un manoir. L'expression du docteur Harrison passa du chagrin à une expression calculatrice. Il le tuerait. Doucement. La voix de Ricardo était froide. La justice carcérale est brutale, mais la justice du cartel est un article. Si l'on apprend où se trouve Bobby Cross, Crane ne survivra pas à la semaine. Sarah était déjà en train de taper. Ça pourrait marcher. On divulgue sa véritable identité aux bonnes personnes, et on laisse le cartel s'en occuper. Mais il faut être prudent. Le cartel ne fera pas la distinction entre Crane et ses proches. Michael, si on fait ça, votre entreprise deviendra une zone de guerre. Mon entreprise est déjà en zone de guerre. La voix du docteur Harrison était d'acier. Ces gens ont essayé de me tuer, ont menacé ma fille et traquent la sœur de Ricardo. J'en ai assez de jouer la défensive. Ricardo ressentit une étrange sensation, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir se mêlait à la détermination, le sentiment d'avoir enfin du pouvoir au lieu d'être impuissant. Mais sous cette apparence se cachait une question qui ne le quittait pas. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il soudain au docteur Harrison.
Vous auriez pu me licencier, prendre vos distances, protéger votre famille seule. Pourquoi m'impliquer davantage dans cette affaire? Le docteur Harrison croisa son regard et, pour la première fois, Ricardo découvrit, au-delà de sa façade de milliardaire, l'homme qui se cachait derrière lui. Quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être trahi par des personnes en qui on avait confiance. Parce que tu avais toutes les raisons de me laisser mourir aujourd'hui et de te sauver. Tu étais un ancien tôlard au volant de la voiture d'un riche. Personne ne l'aurait remis en question si tu étais parti comme ça. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as tout risqué pour un inconnu qui ne t'avait offert qu'un emploi. La voix du docteur Harrison se fit plus basse. Ce genre d'intégrité est plus rare que n'importe quelle fortune que j'ai bâtie. Je ne les laisserai pas te détruire pour l'avoir. L'instant resta suspendu, chargé d'une compréhension inexprimée. Ricardo sentit sa gorge se serrer sous l'effet d'une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. De la gratitude, certes, mais aussi quelque chose de plus profond. La reconnaissance de quelqu'un qui comptait, la confirmation qu'il était plus que son passé. Sarah s'éclaircit la gorge, dissipant la tension. Touchant. Mais nous avons un problème. Même si nous abattons Crane, Walsh et Park courent toujours. Et celui avec qui il travaille. Car soyons honnêtes, 3 cadres n'ont pas planifié seuls un assassinat de niveau militaire, est toujours inconnu. Ensuite, on découvrira qui. Le docteur Harrison sortit son téléphone. Patricia est déjà en train de fouiller leur communication. Si un marionnettiste tire les ficelles, Son téléphone sonna, l'interrompant. L'identifiant de l'appelant indiquait Patricia Chen. Michael, on a un problème. La voix de Patricia était tendue par l'urgence. Je viens d'avoir des nouvelles de mon contact au bureau du procureur. Il prévoit d'arrêter Ricardo demain matin. Le sang de Ricardo se glaça. Pourquoi? Complot en vue de commettre un meurtre. Ils prétendent que vous, Davis et Thompson avez collaboré, que vous avez hésité et conseillé à Michael de se comporter en héros. L'inspecteur Carson insiste. Il monte un dossier pour que vous soyez le cerveau. La salle se mit à tourner. Ricardo avait passé 6 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et maintenant, on essayait de le renvoyer pour avoir sauvé la vie d'un homme. Sarah avait déjà sorti son ordinateur. On peut contester ça. Les images de sécurité montrent. On voit un ex-tôlard qui a entendu une conversation par hasard et a sauvé son riche patron. La voix de Patricia était grave. Carson a monté ça comme un coup monté depuis le début. Avec ton casier judiciaire, Ricardo, un jury voudra te croire coupable. C'est plus facile que d'admettre que le système t'a trahi 2 fois. Le visage du docteur Harrison était devenu pâle. Je témoignerai. Je leur dirai exactement ce qui s'est passé. Et l'équipe de Crane te traitera de témoin peu fiable, émotionnellement compromis. Ils ont déjà commencé à divulguer des informations aux médias. Ton passé de crédule, les pertes financières de ton entreprise dues à un manque de jugement. Ils détruisent ta crédibilité avant même que tu puisses parler. Ricardo sentait les murs se refermer sur lui. En moins de 24 heures, il était passé du statut d'ex-tôlard invisible au centre d'un complot qui risquait de le renvoyer en prison à vie. L'ironie était suffocante. Il avait sauvé une vie et risquait de passer le reste de la sienne derrière les barreaux pour cela. Mais soudain, quelque chose changea dans son esprit. 6 ans à Riverside lui avaient appris que le système était truqué contre les gens comme lui. Que jouer selon les règles quand ses ennemis contrôlaient le jeu était suicidaire. Que parfois, la seule façon de survivre était de devenir ce qu'il craignait que vous soyez déjà. Non, dit-il doucement, sa voix portant une certitude qui fit que le docteur Harrison et Sarah le regardèrent fixement. Je ne fuis pas. Je ne me cache pas. Et je suis absolument certain de ne pas retourner en prison pour avoir sauvé la vie de quelqu'un. Ricardo. Commença le docteur Harrison. Ils pensent que je ne suis qu'un ancien détenu. Quelqu'un qu'ils peuvent piéger, intimider, détruire. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi 6 ans de détention m'ont préparé. Ricardo se leva, son esprit explorant déjà les possibilités. Ils veulent jouer les sales tours? Très bien. Mais ils sont sur le point d'apprendre que l'homme qui survit à 6 ans à Riverside State n'est pas quelqu'un qu'on sous-estime 2 fois. Sarah le regarda avec une sorte d'admiration. Vous avez un plan. Le début d'un plan. Ricardo se tourna vers le docteur Harrison. Vous avez dit que vous me faisiez confiance. L'êtes-vous toujours? Le docteur Harrison n'hésita pas, de ma vie. Littéralement. Alors voici ce que nous allons faire. Le plan de Ricardo était d'une simplicité élégante, ce qui le rendait terriblement efficace. En 18 heures, 3 événements se produisirent simultanément, réduisant le monde de Robert Crane en cendres. Tout d'abord, un colis anonyme arriva au principal centre de distribution du cartel de Santos,
un entrepôt quelconque que les forces de l'ordre surveillaient depuis des années sans avoir suffisamment de preuves pour perquisitionner. À l'intérieur du colis se trouvait un dossier contenant la véritable identité de Robert Crane, Bobby Cross, avec son adresse actuelle, ses habitudes quotidiennes et des photos détaillées. On y trouvait également des copies de son témoignage original, qui avait condamné 12 membres du cartel à la prison à VIE. La réaction du cartel fut immédiate et brutale. En moins de 3 heures, la résidence de Crane était sous surveillance d'hommes qui ne prenaient même pas la peine de cacher leur présence. Ils voulaient qu'ils soient au courant. Ils voulaient qu'ils sentent la terreur monter. Deuxièmement, Sarah Chen a déclenché ce qu'elle a appelé une apocalypse numérique. Chaque transaction financière effectuée par Crane, Walsh et Park pendant 2 ans, chaque virement frauduleux, chaque document falsifié, chaque dollar volé, a été simultanément téléchargé dans la base de données des crimes financiers du FBI, sur le portail d'enquête de la SEC, et divulgué à 3 grands médias. Mais le clou du spectacle, ce sont les enregistrements. Ricardo s'était souvenu d'un élément crucial de son séjour en prison. Les criminels qui se croyaient en sécurité commettaient des erreurs. Sarah avait piraté les communications internes de l'entreprise de sécurité et découvert que Davis et Thompson avaient tout documenté, conservant une assurance au cas où leurs employeurs tenteraient de les éliminer. Des enregistrements de réunions où Crane, Walsh et Park discutaient du plan d'assassinat dans les moindres détails. Des SMS coordonnant l'envoi de la bombe. Des transferts financiers finançant l'attentat. Les preuves étaient irréfutables, horodatées et accablantes. Le troisième point, et peut-être le plus satisfaisant, fut la conférence de presse. Le docteur Harrison se tenait devant une salle remplie de journalistes, Ricardo à ses côtés, et disait la vérité. Non pas la version édulcorée des faits, mais la réalité crue et déplorable de ce qui s'était passé. Il montra les messages menaçants, passa des extraits des enregistrements, présenta les crimes financiers sous forme de graphiques compréhensibles même pour les profanes. Mes anciens dirigeants ont tenté de m'assassiner hier, dit le docteur Harrison d'une voix ferme et claire. Ils auraient réussi sans cet homme, Ricardo Silva, qui a tout risqué pour me sauver la vie alors qu'il avait toutes les raisons de me laisser mourir. C'est un ancien détenu, oui. Emprisonné à tort pendant 6 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Et hier, il a prouvé que l'intégrité n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu et tout à voir avec ce qu'on choisit d'être. La salle explosa de questions, mais le docteur Harrison leva la main. Avant que quiconque ne pose la question, oui, le bureau du procureur prévoyait d'arrêter M. Silva pour de fausses accusations de complot. L'inspecteur James Carson a monté un dossier visant à renvoyer un innocent en prison plutôt que d'admettre que son enquête initiale était entachée d'irrégularités. C'est terminé. Mon équipe juridique a tout fourni aux procureurs fédéraux. Seules les personnes qui ont commis des crimes vont en prison. Ricardo observait les journalistes griffonner frénétiquement, les flashs des appareils photo allumés, et sentit quelque chose changer en lui. Pendant 6 ans, il était resté invisible. Un numéro en combinaison orange, une statistique dans un système défaillant. Maintenant, son visage figurait aux informations nationales comme un héros. L'ironie était presque incompréhensible. Mais le véritable chaos se déroulait en coulisses. Le téléphone de Robert Crane sonnait sans arrêt depuis que le cartel avait reçu son colis. Son système de sécurité montrait des hommes tatoués à l'effigie du cartel encerclant sa propriété. Son avocate avait appelé pour dire qu'elle le laissait tomber comme client. Sa femme avait vu la nouvelle et faisait ses bagages pour partir. Et maintenant, en regardant la conférence de presse sur son téléphone, il réalisait que sa vie soigneusement construite se désintégrait en temps réel. Elle essaya d'appeler Walsh et Park, mais tous deux tombèrent directement sur la messagerie vocale. Des lâches, l'abandonnant dès que les choses se compliquaient. Ses mains tremblaient tandis qu'il se versait son 4e whisky de la matinée, regardant son monde brûler en direct à la télévision. On frappa à sa porte, le fit sursauter. Par la fenêtre, il aperçut l'inspecteur Carson, debout là, mais pas seul. Derrière lui, des agents fédéraux en coupe-vent du FBI. Le visage de Carson exprimait une rage à peine contenue. Crane ouvrit la porte, s'efforçant de conserver une certaine dignité. « Inspecteur, Robert Crane, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude électronique, détournement de fonds et une 40aine d'autres chefs d'accusation qui vous condamnent à une peine de prison à vie. » La voix de Carson était glaciale. « Vous avez le droit de garder le silence, et je vous conseille vivement de l'exercer. » Alors qu'on le menotte, Crane vit dans les yeux de Carson une lueur qui le glaça. L'inspecteur n'était pas seulement en colère contre les crimes, il était furieux d'avoir été instrumentalisé. Crane et son équipe avaient manipulé les préjugés de Carson comme un violon, comptant sur ses préjugés contre les anciens détenus pour piéger Ricardo. Carson réalisait alors qu'il avait été une marionnette, et que l'humiliation se lisait sur son visage. « Je veux un avocat », parvint à dire Crane. « Bonne chance pour en trouver un qui vous comprenne. » Le sourire de Carson était féroce. « Tu ne fais pas seulement face à des accusations fédérales.
Il paraît que le cartel de Santos a mis une prime de 5 millions de dollars sur la tête de Bobby Cross. Tu crois que la prison sera sans danger pour un rat qui a envoyé 12 de ses frères en prison? Tu viens de devenir l'homme le plus recherché du système carcéral américain. Les genoux de Crane faillirent céder. Il retournait en prison, où sa véritable identité était désormais connue du public, où le cartel avait une influence illimitée. Ce n'était pas une condamnation, c'était un arrêt de mort. Jennifer Walsh fut arrêtée à l'aéroport alors qu'elle tentait de fuir vers les îles Caïmans avec 3 millions en liquide. David Park se barricada dans son appartement, ce qui déclencha une confrontation de 6 heures qui se termina menottée, hurlant que c'était censé être infaillible. Davis et Thompson furent retrouvés 3 États plus loin, arrêtés dans une aire de repos pour camions. Leur avocat leur proposa immédiatement un arrangement. Ils témoigneraient contre tout le monde en échange d'une protection des témoins. Les rats se retournaient les uns contre les autres, comme Ricardo l'avait prédit. Le soir, l'ampleur du complot fit la une des journaux nationaux. L'action de Harrison Global s'effondra d'abord, puis bondit lorsque les investisseurs comprirent que le cancer avait été retiré. La réputation du docteur Harrison passa de contestée à héroïque. Et Ricardo Silva devint le visage de la rédemption, l'ex-dollar qui sauva un milliardaire et dénonça la corruption à tous les niveaux. Mais le moment décisif pour Ricardo eut lieu dans une chambre d'hôpital. Anguilla avait été placé en détention préventive après les menaces, sous la surveillance d'agents fédéraux que le docteur Harrison avait personnellement organisés. Lorsque Ricardo la vit enfin, elle était assise dans son lit, regardant les informations, les larmes aux yeux. Vous l'avez sauvé, murmura-t-elle en serrant Ricardo dans ses bras. Vous avez sauvé la vie de cet homme, puis vous avez vaincu ceux qui ont tenté de le tuer. 6 ans durant, ils vous ont volé, et vous avez quand même choisi de faire ce qui était juste. Ricardo sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. 6 ans d'émotions réprimées, de dureté forcée, d'instinct de survie qui l'obligeait à ne jamais montrer de faiblesse. Il enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur et pleura comme il ne l'avait pas fait depuis sa condamnation. J'étais tellement fatigué d'être impuissant, parvint-il à dire à travers ses larmes. Tellement fatigué que les gens décident de qui j'étais en fonction de mon passé. Je ne pouvais pas laisser un autre innocent souffrir si j'avais le pouvoir d'empêcher cela. Anguilla le serra plus fort. Tu n'es plus impuissant. Tu ne l'as jamais été. Ils t'ont juste fait croire ça. Ce soir-là, de retour à la résidence temporaire du docteur Harrison, un pantouf sécurisé avec une sécurité de niveau militaire, Sarah sortit sa dernière découverte. Son expression était troublée lorsque le docteur Harrison et Ricardo la rejoignirent devant l'ordinateur. Il y a quelque chose qui cloche, dit-elle lentement. J'ai suivi la piste de l'argent depuis les comptes offshore de Crane. 43 millions, c'est ce qu'ils ont volé, oui. Mais il y a un autre compte que je n'arrive pas à retracer, un compte qui recevait des paiements réguliers des 3. 50 000 par mois pendant 2 ans. 1 200 000 au total, versés à quelqu'un dont l'identité a été complètement effacée de toutes les bases de données auxquelles j'ai accès. Le docteur Harrison se pencha en avant, le visage crispé. Un 4e associé. Ou la personne qui a tout orchestré. Sarah afficha les dates de paiement. Regardez ça. Les paiements ont commencé exactement 2 semaines après votre promotion de Crane au poste de directeur financier. Qui que ce soit, il planifie tout depuis que Crane a eu accès aux finances de votre entreprise. Ricardo sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Ils sont toujours là. Et ils viennent de voir toute leur entreprise s'effondrer. La voix du docteur Harrison était sombre. Ce qui signifie qu'ils ont peur ou qu'ils préparent un plan désespéré. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Tout le monde dans la salle se tendit lorsqu'il répondit sur haut-parleur. Félicitations, Michael. La voix était déformée électroniquement, mais ruisselante de venin. Tu as gagné cette manche. Ton petit chien de garde, un ancien tôlard, a flairé mes pions et tu as coupé quelques têtes de l'hydre. Très impressionnant. Qui est-ce? Quelqu'un à qui tu aurais dû prêter plus attention il y a des années. Mais ne t'inquiète pas, on aura tout le temps de se rattraper. La partie est loin d'être terminée. La ligne fut coupée. Sarah retraçait déjà l'appel, mais son expression annonçait qu'elle ne trouverait rien. Qui que ce soit, il avait des ressources égales, voire supérieures aux siennes. Le docteur Harrison regarda Ricardo, et quelque chose passa entre eux. La reconnaissance que cette victoire, aussi belle soit-elle, n'était qu'un début. Ils avaient gagné une bataille, mais s'étaient exposés à un ennemi qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Pourtant, Ricardo n'éprouvait aucune peur. Pendant 6 ans, il avait été victime de policiers corrompus, d'un système défaillant, d'une société qui considérait son passé comme son identité. Mais là, après avoir sauvé une vie, démasqué un complot et protégé sa sœur, il ressentait quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis la prison, un but. Laissez-les venir, dit-il doucement,
sa voix portant une certitude qui força même Sarah à le regarder avec respect. J'ai survécu à 6 ans d'enfer. Ce qui va suivre ne me fait plus peur. Plus maintenant. 6 mois plus tard, Ricardo se tenait dans un bureau qu'il n'aurait jamais imaginé être le sien. Directeur des opérations de sécurité chez Harrison Global Industries. Ce titre semblait encore surréaliste, imprimé sur des cartes de visite et une plaque signalétique posée sur un bureau surplombant la ville. Cette même ville qu'il avait mâché et recraché 8 mois plus tôt, le traitant comme un déchet humain pour un casier judiciaire qu'il ne méritait pas. Tu regardes par la fenêtre comme un philosophe maintenant? La voix du docteur Harrison exprimait une chaleur devenue familière au fil des mois. Voilà ce qui arrive quand on donne un bureau d'angle à un ex-tolard. Ricardo se retourna, incapable de réprimer un sourire. Je m'y fais encore. L'année dernière, je dormais sur le canapé de ma sœur et on me refusait des postes de plongeur. Maintenant, je suis responsable de la sécurité pour une entreprise d'1 milliard de dollars. Je la dirige mieux que quiconque. Le docteur Harrison lui tendit une tablette affichant le rapport de sécurité trimestriel. Aucune intrusion, 3 tentatives d'infiltration stoppées avant même leur apparition, et vous avez identifié et éliminé 4 autres menaces potentielles dont nous ignorions l'existence. Vous voyez des schémas que les autres ne perçoivent pas. La prison apprend à décrypter les gens. La voix de Ricardo portait le poids d'une sagesse durement acquise. Quand votre vie dépend de la capacité à identifier les menaces avant qu'elles ne frappent, vous développez des instincts dont la plupart des gens n'ont jamais besoin. La vérité était plus complexe que cette simple explication. Ricardo avait révolutionné la sécurité de Harrison Global en appliquant les leçons tirées des recoins les plus sombres de la nature humaine. Il comprenait le raisonnement des criminels, car il avait été contraint de vivre parmi eux. Il connaissait leurs codes, leurs tactiques, leurs faiblesses. Ce que la société avait considéré comme une punition avait accidentellement forgé en lui quelque chose d'unique et de précieux. Angela avait terminé ses études d'infirmière. Le docteur Harrison avait discrètement remboursé le reste de ses frais de scolarité en guise de prime. Elle travaillait désormais dans le meilleur hôpital de la ville, n'ayant plus peur de marcher jusqu'à sa voiture le soir grâce au service de sécurité que Ricardo avait personnellement organisé. Leur relation s'était apaisée d'une manière qu'aucun des deux n'aurait cru possible après la tension de son incarcération. Il y a quelque chose que vous devriez lire, dit le docteur Harrison en affichant un article sur sa tablette. Ricardo lut le titre, l'ancien dirigeant Robert Crane retrouvé mort en prison. L'article expliquait comment Crane n'avait passé que 3 mois derrière les barreaux avant qu'une personne liée au cartel ne le retrouve. La méthode avait été brutale, destinée à envoyer un message à quiconque envisageait de trahir le cartel de Santos. Bon débarras, murmura le docteur Harrison, mais Ricardo remarqua autre chose dans l'article, un paragraphe plus court sur la condamnation de Jennifer Walsh. 30 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. David Park avait été condamné à 25 ans après l'échec de son plaidoyer, les procureurs ayant découvert des preuves qu'il avait menti sur son degré d'implication. L'inspecteur Carson avait été discrètement réaffecté après qu'une enquête interne avait révélé que ses préjugés avaient failli envoyer un innocent en prison. Il avait évité les poursuites pénales, mais sa carrière était bel et bien terminée. Sa réputation détruite par les préjugés qu'il avait maniés comme une arme. Davis et Thompson bénéficiaient du programme de protection des témoins, vivant sous des noms d'emprunt, dans la crainte constante que ceux qu'ils avaient trahis finissent par les retrouver. Leur liberté était une prison d'un autre genre, constamment à la recherche de leurs arrières, incapables de faire confiance à qui que ce soit, prisonniers de vie plus petite et plus étouffante que n'importe quelle cellule. Le mystérieux 4e partenaire? Demanda Ricardo, sachant que le docteur Harrison comprendrait. Sarah est toujours à la recherche de quelqu'un. Qui qu'il soit, ils ont complètement disparu après la conférence de presse. Soit ils planifient quelque chose à long terme, soit ils limitent leur perte. Le visage du docteur Harrison se durcit. Mais nous sommes prêts maintenant. C'est ce que vous avez fait, nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes préparés. Un coup à la porte les interrompit. Sarah Chen entra, en tenue professionnelle. Elle avait officiellement rejoint Harrison Global en tant que directrice de la sécurité informatique, apportant son expertise du FBI pour la protection contre les menaces numériques. J'ai pensé que vous voudriez savoir, dit-elle, incapable de dissimuler son sourire. Le programme de réintégration vient de recevoir son plus gros don de l'histoire. Anonyme, mais nous avons remonté la piste jusqu'à l'une de vos sociétés écrans, Michael. Le docteur Harrison haussa les épaules, sans prendre la peine de nier. Le programme m'a donné Ricardo. Je me suis dit que je leur devais bien ça. C'est plus que ça, poursuivit Sarah. La publicité autour de l'histoire de Ricardo a triplé les candidatures au programme. Les entreprises se livrent désormais une véritable concurrence pour recruter des ex-détenus, les considérant comme des talents inexploités aux perspectives uniques. Vous avez lancé un mouvement. Ricardo sentit sa gorge se serrer.
Des dizaines de personnes comme lui, rejetées par la société, jugées irrécupérables par un système qui ne leur avait jamais donné une chance équitable, obtenaient désormais des opportunités qui leur avaient été refusées. L'injustice qui lui avait volé 6 ans de vie se transformait en portes ouvertes pour d'autres points. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », ajouta Sarah en s'écartant. Marcus entra. L'homme plus âgé qui avait appris à Ricardo à survivre à ses premières semaines au pénitencier d'État de Riverside. Il avait l'air différent en civil, mais son regard portait encore cette perspicacité due à des décennies de lecture de menaces. Marcus? Ricardo traversa la pièce en serrant la main de l'homme plus âgé. « Tu es sorti ?»« Il y a 3 semaines. J'ai purgé ma peine. » Marcus regarda le bureau avec une sorte de fierté. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait, sauver la vie d'un riche, déjouer toute une conspiration. Petit, quand je t'ai dit de survivre, je ne voulais pas dire que tu devais devenir une légende. J'ai juste fait ce qu'il fallait. C'est ce qui rend ça légendaire. » Marcus sortit une candidature. « J'ai entendu dire que tu embauchais des consultants en sécurité. Je me suis dit qu'après 30 ans passés en prison, je m'y connaissais un peu en détection de menaces. » Ricardo prit la candidature, mais ils savaient tous les deux qu'ils n'avaient pas besoin de la lire. « Quand peux-tu commencer ?» Le sourire qui éclaira le visage buriné de Marcus valait plus que n'importe quel salaire. Ce soir-là, Ricardo se tenait sur le balcon de l'appartement d'Angela, regardant le coucher de soleil peindre la ville d'or et de pourpre. Elle le rejoignit, lui tendant une bière, et pendant un instant, ils vécurent dans un silence confortable. « Tu as déjà pensé à ce qui serait arrivé si tu l'avais laissé mourir ?» demanda doucement Angela. « Si tu étais juste parti, la tête basse, et que tu t'étais protégé. » Ricardo y avait réfléchi. Dans les heures les plus sombres, il s'était demandé si sauver le docteur Harrison valait la peine de se faire prendre pour cible, le danger que cela représentait pour Angela, le risque de retourner en prison. « Tous les jours, » admit-il. « Mais ensuite, je me souviens de ce que 6 ans de prison m'ont appris. La pire cage n'est pas faite de barreaux. Elle est faite de peur. La peur de se lever, d'être remarqué, de faire ce qui est juste quand cela vous coûte quelque chose. Et maintenant ? Maintenant, je suis libre comme jamais avant la prison. Je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. Et je sais que le jugement de la société ne me définit pas, mais mes actions, si. » Il se tourna vers sa sœur. « Ils ont essayé de me briser. Les flics corrompus, l'inspecteur aux préjugés, les criminels qui te menaçaient. Ils pensaient tous que j'étais juste un ancien détenu à intimider ou à ignorer. Mais ils ont commis une erreur. » Quelle erreur? Ils pensaient que la prison me rendait faible. Ils ne réalisaient pas qu'elle me rendait plus fort qu'ils ne l'imaginaient. Angela le serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi. Pas pour ta réussite ou pour avoir éliminé des criminels. Je suis fier parce que tu avais toutes les raisons d'être amer et en colère, et que tu as choisi de devenir meilleur. » 2 semaines plus tard, Ricardo prononça un discours lors de la remise des diplômes d'un programme de réinsertion. 40 hommes et femmes ayant purgé leur peine étaient assis devant lui, les yeux empreints de ce mélange d'espoir et de peur dont il se souvenait si bien. La terreur que la société ne les accepterait jamais, que leur passé définirait à jamais leur avenir. « Je ne vais pas te dire que c'est facile, » commença Ricardo, sa voix résonnant à travers la pièce. « Les gens verront ton casier judiciaire avant de te voir. Ils traverseront la rue quand tu passeras. Ils rejetteront tes demandes sans les lire. Certains jours, tu te demanderas si tu n'aurais pas dû rester en prison, ou au moins tu savais à quoi t'attendre. » Il marqua une pause, laissant cette dure réalité s'installer. « Mais voici ce que j'ai appris. Le monde voit ce qu'il s'attend à voir. Si vous agissez en victime, ils vous traiteront comme tel. Si vous acceptez leur jugement, ils ne le remettront jamais en question. Mais si vous leur montrez qui vous êtes vraiment, si vous prouvez par vos actes que vous valez mieux que votre pire erreur, certains d'entre eux le verront. Et ces personnes, celles qui sont prêtes à regarder au-delà de votre passé et à vous fier à votre personnalité, méritent d'être découvertes. » Une jeune femme au premier rang leva la main. « Et si personne ne nous donne cette chance? Alors, c'est vous qui la créez. » Ricardo sortit son téléphone et leur montra une photo de la conférence de presse du docteur Harrison. « Il y a 6 mois, je dormais sur le canapé de ma sœur, sans trouver d'emploi. Aujourd'hui, je suis responsable de la sécurité pour l'une des plus grandes entreprises du pays. Non pas parce qu'on avait pitié de moi, mais parce que j'ai prouvé ma valeur. Parce que, quand c'était important, j'ai choisi de faire ce qui était juste, même si cela me coûtait tout. » Et elle les regarda tous, les invitant à comprendre. « Votre casier judiciaire fait partie de votre histoire, mais ce n'est pas forcément la fin. J'ai passé 6 ans à Riverside pour un crime que je n'ai pas commis. J'aurais pu me laisser détruire. Au lieu de cela, je l'ai laissé m'enseigner.
Et quand le moment est venu d'appliquer ses leçons, de reconnaître le danger que les autres ne voyaient pas, d'agir quand il était plus facile de fuir, j'étais prêt. Marcus se tenait au fond de la salle, hochant la tête en signe d'approbation. Sarah et le docteur Harrison observaient de côté, témoins de la transformation d'un homme que tout le monde avait rejeté. La meilleure vengeance contre un système qui a tenté de vous détruire n'est pas la destruction, conclut Ricardo, la voix s'élevant avec conviction. C'est le succès. C'est la preuve que leur jugement était erroné. Cela devient si précieux, si nécessaire, si exceptionnel qu'ils ne peuvent plus vous ignorer. Ils ont essayé de m'enfermer. Au lieu de cela, ils ont forgé en moi quelque chose de plus fort qu'ils ne comprendront jamais. Les applaudissements furent tonitruants, mais Ricardo les entendit à peine. Il repensait à ce moment dans le parking, où il avait dû choisir entre son travail et la vie d'un homme. Comment cette décision avait eu des répercussions sur tout ce qui avait suivi? La conspiration révélée, les criminels emprisonnés, sa propre rédemption validée. 3 mois plus tard, le docteur Harrison convoqua Ricardo dans son bureau avec une nouvelle qui lui fit trembler les mains. Le mystérieux quatrième partenaire avait été retrouvé, non pas grâce aux recherches numériques de Sarah, mais par pur hasard. Un comptable subalterne avait apporté la preuve que le cerveau du complot était le cousin du docteur Harrison, quelqu'un qui s'était cru légitime à la fortune de l'entreprise et avait tout orchestré dans l'ombre. L'arrestation avait fait la une des journaux. La conspiration était conclue. Mais Ricardo n'en ressentait aucune satisfaction, seulement un soulagement exténué. Ils avaient gagné non pas par vengeance, mais par intégrité. En refusant de transiger sur leurs principes, même si cela aurait été plus facile. Ce soir-là, Ricardo retourna à son appartement. Non plus le canapé d'Angela, mais un modeste logement qu'il avait gagné lui-même. Sur son bureau se trouvait la lettre d'admission de l'université. On lui avait offert une bourse complète pour étudier la criminologie, souhaitant son point de vue unique sur la psychologie criminelle et la réhabilitation. Et elle songea accepter. À utiliser sa sagesse durement acquise pour changer le système qu'il avait laissé tomber. À devenir plus qu'un simple directeur de la sécurité. Un défenseur, une voix pour les sans-voix, une preuve que la rédemption était possible. Mais d'abord, il s'est assis dans le calme de sa maison, un lieu qui lui appartenait vraiment, et s'est laissé aller à sentir le poids s'alléger. Le poids du jugement, de l'infériorité, du fardeau des préjugés des autres. Ricardo Silva avait été condamné à 28 ans, emprisonné 6 ans pour le crime d'autrui, puis libéré dans un monde qui le considérait comme un déchet. À 34 ans, il avait sauvé une vie, révélé un complot et s'était reconstruit pour devenir quelqu'un que même ses ennemis devaient respecter. Et la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort. C'est de devenir si efficace qu'ils ne peuvent nier votre valeur. C'est de prouver que leur jugement en dit plus sur eux qu'il n'en a jamais dit sur vous. Ils s'élèvent si haut que le gouffre dans lequel ils ont tenté de vous enfouir devient invisible bien en dessous. Ils avaient essayé de le briser. Au lieu de cela, ils l'ont rendu incassable. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de justice, de rédemption et le pouvoir de choisir l'intégrité, même quand le monde vous donne toutes les raisons de ne pas le faire. Parce que parfois, les plus forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui se sont relevés et ont prouvé que tout le monde avait tort.